Messieurs, dames, bonsoir. Je vous propose de commencer cette soirée. Je suis Wilfried Sanchez, je suis le directeur général de la Fondation Rovalta et j'ai le plaisir à vous accueillir ce soir ici dans ce bâtiment consulaire pour cette soirée de conférence débat sur les perturbateurs endocriniens. Avant de laisser la place à notre conférencière, quelques mots sur la Fondation Rovalta, une fondation scientifique basée ici, dans la Drôme, sur les copains de Rovalta, et qui est l'une des composantes de cet écosystème que le territoire a créé pour répondre aux enjeux sanitaires et environnementaux. À la Fondation Rovalta, nous faisons deux choses. Nous accompagnons la production de connaissances scientifiques, mais également nous sommes des acteurs de la diffusion de cette connaissance auprès d'un public que nous souhaitons être le plus large possible. C'est dans ce sens-là que nous organisons ces soirées, à raison d'une soirée tous les 2 mois. L'objectif étant de vous apporter un éclairage sur les travaux scientifiques qui sont réalisés sur ces questions, dont vous pouvez quotidiennement en parler dans l'actualité. Pour ce soir, nous avons choisi la thématique des perturbateurs endocriniens, un sujet qui, vous m'accordez, est au cœur de l'actualité, que l'on parle de la mise en place d'une définition au niveau européen, de la classification du bisphénol A comme perturbateur endocrinien, ou alors du nombre croissant de pathologies en développement que l'on impute à ces perturbateurs endocriniens. Voilà. C'est un sujet qui fait débat, un sujet qui n'est pas nouveau puisque la communauté scientifique travaille sur cette question depuis maintenant une trentaine d'années. Et donc, pour illustrer les travaux de la science sur ce sujet, nous avons eu le plaisir que Barbara Delinex, professeure au Muséum d'Histoire naturelle, auteur du livre Le cerveau endommagé et qui s'est vu remettre la médaille de l'innovation du CNRS en 2014, accepte notre invitation, et je vous en remercie, professeur Delinex, à venir ici présenter les travaux qu'elle a pu mener au cours de sa brillante carrière. Suite à cette conférence, nous organiserons une petite table ronde avec différents acteurs que je présenterai tout à l'heure. Et puis il viendra le temps de l'interaction, puisque bien évidemment l'objectif c'est aussi de vous donner la parole, de répondre à vos interrogations. Vous qui êtes ici en salle, mais également sur le web, puisque nous sommes au comble de la modernité et nous diffusons nos conférences en direct sur le web et en ensemble de l'espace francophone. Donc voilà, par avance, j'excuse Michel Rivasi, député européenne, qui était prévu au programme et qui malheureusement ne pourra pas nous honorer de sa présence, puisque retenu pour un entretien sur le sujet des perturbateurs endocriniens avec le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Bon voilà, il fallait choisir, je suis jaloux, mais elle a préféré Nicolas à Hulot. Nous ferons avec. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vais sans plus attendre passer la parole au professeur Barbara Delinex. Bonne soirée à tous. Merci Wilfried. Parfois, il y a des gens qui m'applaudissent, hein, vous n'êtes pas obligés. Est-ce que je vois ce que je fais? Ok. Bon, merci infiniment pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici avec ce magnifique vue dans cette région qui est à Tombouctou. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui est malheureusement pas très réjouissant. Parce qu'effectivement, je vais vous parler de comment cette perturbation endocrinienne, qui, comme je l'ai dit, est un sujet d'actualité brûlante, c'était sur les manifestes de 3 de nos candidats à la présidence de notre pays, comment ces perturbations endocriniennes affectent le développement du cerveau. Alors moi, je suis endocrinologue, je travaille dans la recherche de l'endocrinologie depuis presque 40 ans. Mais je sais qu'il y a 15 ans qu'on m'a demandé d'être expert pour la France au niveau de l'OCDE, qui émet des lignes directrices pour des essais des produits chimiques. Je dois dire que je n'avais pas trop envie d'y aller. J'étais très contente dans mon laboratoire au muséum, que je vous ai montré là, un muséum d'histoire naturelle, avec c'est très joli.
n'avais pas très envie d'aller siéger à l'OCDE. Mais c'est mon devoir de citoyenne, et qu'est-ce que j'ai appris? Ce premier jour-là, en 2009, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de substances sur le marché qui n'étaient pas assez testées, et qu'en sortant de cette réunion, littéralement, en sortant de mon premier jour de réunion, j'ai dit au CRS, je voulais fonder une compagnie, excusez-moi, pour faire mieux, et pour faire des tests qui allaient quand même être plus vite, plus rapides, et qui pourraient quand même mieux tester les substances chimiques dans l'environnement. Donc avec Gregory Lemkin, nous avons cofondé Watchdog, mais je ne reçois ni de salaire, ni de frais de consultant de Watchdog. Ce soir, je voudrais quand même traiter 4 questions un peu scientifiques. Je veux quand même qu'on soit d'accord, je veux dire, qu'est-ce que c'est une perturbation endocrinienne? Qu'est-ce que c'est le système endocrinien, par définition? Je veux quand même passer un peu en review quelques courbes d'augmentation de production chimique et poser la question de est-ce que cette augmentation de cette production de l'industrie chimique est en relation avec cette augmentation de maladies neurodéveloppementales. Et je vais mettre l'hypothèse que ce n'est pas une action sur les hormones thyroïdiennes. Je vais vous montrer très brièvement comment on teste cette hypothèse, comment on passe de l'épidémiologie au modèle expérimental, et puis je vais quand même vous montrer quelques chiffres sur le coût socio-économique de ces maladies. Et je peux conclure rapidement sur qu'est-ce qu'on peut faire et ce qu'on devrait faire. Donc, qu'est-ce que c'est une perturbation endocrinienne? Bien que Rachel Carson n'en avait pas mis le terme dans son livre, mais elle avait quand même décrit les effets de la perturbation endocrinienne en 1962. Elle est morte 2 ans plus tard d'un cancer du sein. Je ne dis pas qu'elle est morte à cause des pesticides qu'elle étudiait, mais voilà. Séparant les 2 idées. Mais quand même, elle avait décrit que même l'aigle chaud, l'emblème même des États-Unis, était affecté dans sa reproduction par le DDT. Elle avait pu faire le lien entre l'accumulation du DDT dans l'augmentation, l'utilisation a augmenté beaucoup dans les années post-guerre. Et ces actions avaient mené à le fait que le DDT soit banni, soit légiféré contre, mais le fait est que nous sommes tous contaminés aujourd'hui, vous et moi, nous avons tous du DDT, au moins le métabolique du DDE dans notre sang. C'était quand même le fait qu'elle décrivait ses actions et elle avait aussi prédit qu'un jour, les effets qu'on voyait à l'époque, dans les années 60, sur la biodiversité allaient quand même affecter la santé humaine. Et c'est effectivement 55 plus tard que l'organisation, 50 ans plus tard, qu'en octobre 2012, que les experts des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé, avaient dressé la connaissance sur les perturbations endocriniennes et mis en garde les effets sur l'ensemble des populations. Et c'est certain, en tout cas dans le monde, qui avait parlé de notre poison invisible, notre poison de la pollution chimique. Alors, qu'est-ce que c'est une perturbation endocrinienne? Justement, l'Organisation mondiale de la santé a défini une substance qui est perturbation endocrinienne comme une substance seule ou un mélange de substances. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est pas une substance par-ci, par-là, c'est pas que le BPA, c'est pas que le DDT, mais c'est souvent un mélange de substances qui vont modifier le fonctionnement de notre système endocrinien et par conséquent induire un effet inverse sur nous, sur nos enfants ou sur tout le monde autour de nous. Alors, évidemment, si on va parler de perturbation endocrinienne, il faut parler de perturbation endocrinienne. Excusez-moi l'inverse, je voulais dire. Si on veut parler de perturbation, il faut savoir qu'est-ce qu'on parle en termes de glandes endocrines. Je pense que tout le monde ici, vous savez qu'il y a plusieurs glandes endocriniennes,
dans notre corps, endocrines dans notre corps. Vous savez tous, il y a des glandes sexuelles qui vont produire des ovaires qui vont produire des oestrogènes, les testicules qui vont produire des testostérone, les hormones femelles et hormones mâles. Il y a le pancréas, le foie, qui est aussi une glande endocrine dans le sens. Et puis, il y a les parathyroïdes et les thyroïdes. Et puis, tout ça est contrôlé au niveau de notre cerveau via l'hypothalamus et l'hypophyse. Mais vraiment, aujourd'hui, je vais vous parler que d'une seule hormone, c'est l'hormone thyroïdienne. Je ne vais pas en faire laver les mains, mais je suis sûre qu'il y a plusieurs femmes dans cette salle qui ont des problèmes de thyroïde. Moi, j'en suis un. Et c'est quand même un ami qui m'avait dit, quand même, il faut dire, toutes les glandes endocrines sont importantes, mais on peut vivre sans gomade. Les humains, malheureusement, ils ont peut-être pas une vie très, très intéressante, mais ils peuvent quand même survivre. Sans hormone thyroïdienne, on meurt. Donc, l'hormone thyroïdienne n'est pas que impliquée dans le développement du cerveau. Tout le monde qui a eu un problème de thyroïde va savoir que si on a trop d'activité de l'hormone thyroïdienne, on va maigrir. Si on n'a pas assez, on va mettre du poids. En quelque sorte, l'hormone thyroïdienne est le feu, l'énergie de la vie. Mais c'est surtout sur le cerveau qu'on va avoir les effets les plus importants. Alors, ces perturbateurs endocriniennes, comment ils agissent? Ils vont brouiller l'information, un peu comme l'interférence sur le radio, sur le poste, quand vous n'entendez pas bien, quand c'est pas bien mis sur le bon niveau d'onde. Ou on peut dire aussi les affaires dans l'Internet, c'est aussi une métaphore que ces substances chimiques vont confondre les messages si importants entre les glandes et le tissu cible. Alors, souvent les gens vont dire, oui, mais on peut quand même les légiférer comme d'autres substances. Eh bien non, c'est pas aussi simple. Parce que on va souvent voir des effets appelés non monotoniques, c'est-à-dire on va avoir un effet à une faible dose, et après, quand le dose monte, on va voir moins d'effets. Et c'est un peu, on va rentrer dans la science un peu, mais c'est parce que peut-être une autre organe va être touché, par exemple le foie, une faible dose de pesticides, le foie ne va pas être activé. Une plus forte dose, il va se mettre en route, il va dégrader les pesticides. Donc, une substance va avoir un effet sur le cerveau à une faible dose, mais pas une plus forte dose, etc. Donc, il y a une absence facile de mesure de seuil, ou en anglais on dit le threshold, le niveau auquel on va avoir une dose. On va avoir des effets faibles doses. Et surtout aujourd'hui, ce qui nous inquiète le plus, c'est les effets des mélanges. Donc, voilà, on a vu que c'est un perturbateur. Que sont les effets? Et quelle est la relation avec l'augmentation de la production chimique? Eh bien, quand même, on a dit que Rachel Carson, plus en 1962, ça a non seulement été le fait qu'il a enlevé le DDT du marché, au moins limité sa production et son utilisation, c'est toujours utilisé dans certains cas. Mais ça a aussi été le fait qu'il a fait en sorte qu'on a fondé le Environmental Protection Agency, le EPA aux États-Unis, qui souffre sous la gouvernance de notre ami Trump aujourd'hui. Mais quand même, c'était 10 ans, et en dépit de ça, la production de l'industrie chimique a augmenté de 300 fois depuis les années 70. 300 fois en volume et en quantité de produits. Aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, comme la Chine, on peut plus le classer comme voie de développement, c'est comme on dit ici, en transition. Et la plupart de ces produits chimiques n'ont pas été correctement testés. Aux États-Unis, on pourrait mettre une substance sur le marché en 3 mois, il fallait juste que les différentes institutions qui règlent la mise sur le marché, ils ne demandaient pas de montrer que c'était inoffensif. C'était mis sur le marché et c'était peut-être 30, 50 ans plus tard quand on voyait les effets, comme le DDT ou les PCB, protection de
Et aux États-Unis, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a à peu près plus de 50 000 produits qui sont mis sur le marché avec des volumes de plus que 10 tonnes, et donc seulement le TSA a testé 300 de près et interdit que 5. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de produits. Aujourd'hui, en Europe, on a mis quand même REACH, Regulation, Evaluation, Autorisation des produits chimiques en 2005. Et aujourd'hui, il y a 145 000 produits sur le liste de REACH et qui sont en train d'être testés par différentes moyennes. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, pendant ces 50 ans, la qualité du sol a réduit. Une coupe sur 6, procuration assistée. La cryptorchidie, ça veut dire que les testicules ne descendent pas à la naissance. 2,2 ou 4% des garçons selon les pays. Évidemment, beaucoup de cancers de sein. Une femme a un problème, une femme sur 8 aussi un problème de thyroïde. Diabète qui a doublé. On sait qu'il y a des effets du style de vie, est-ce qu'on ne prend pas assez d'exercice, on utilise pas la voiture, etc. Mais l'obésité, quand même, en dépit de ça, le 5e facteur de mortalité dans le monde. Et les maladies neurodéveloppementales qui me préoccupent particulièrement, une augmentation exponentielle. Commençons avec le cancer du sein. Bon, est-ce que c'est le dépistage? Pas seulement, parce que ça atteint des femmes de plus en plus jeunes. Voyons, le cancer des testicules, ça, c'est chez les jeunes hommes, c'est pas eux, on ne va pas se faire dépister pour un cancer des testicules. Ça a augmenté le niveau de 4 aux 10 000 de la population en Danemark dans les années après-guerre, et aujourd'hui, on est à 4 fois plus. Et ça continue. Et voilà, ma préoccupation, c'est les maladies neurodéveloppementales. Aussi, on peut dire que bon, comment ça se fait qu'on a passé de 1 cas sur 500 il y a un peu plus que 20 ans, et aujourd'hui, on va se trouver à 1 enfant sur 68. Comme c'est beaucoup plus fréquent chez les garçons, c'est 1 sur 42 garçons. C'est une augmentation énorme. Alors, évidemment, les gens vont dire, ben, c'est les gènes. Ben, c'est pas les gènes. Les gènes n'ont pas changé dans les derniers 20 ans. Hein. C'est sûr, il pourrait y avoir, et c'est documenté qu'il peut y avoir des susceptibilités génétiques. Mais c'est clair que c'est l'environnement qui a changé beaucoup plus que les gènes. La diagnose n'a quasiment pas changé depuis 2001. Le niveau de conscience des gens a changé. Donc, peut-être, on va dire que 50% de cette augmentation est inconnue. Et moi, je voudrais quand même insister sur le fait qu'aux États-Unis, jusqu'à 1 sur 2 de ces enfants diagnostiqués autistes ont des quotients intellectuels de moins de 70. C'est pas énorme. Un autre problème, c'est le déficit d'attention à l'hyperactivité qui aujourd'hui touche 14% des garçons aux États-Unis. Alors, de nouveau, on va dire, c'est la vitamine, c'est parce que les compagnies pharmaceutiques veulent vendre le médicament. Ce n'est pas aussi simple. Je pense que c'est plus en relation avec ce qu'a dit Linda Birnbaum, directeur du National Institute of Environmental Health. Nous sommes tous exposés, que l'on le veuille ou non, à des multiples produits chimiques. Elle a dit, nous vivons dans une soupe chimique. Alors, juste un tout petit peu de science. Je vais insister sur le fait que ceux qui ont une formation scientifique, que plusieurs de ces produits, ces substances, sont halogènes. Ça veut dire qu'ils sont substitués en brome, fluor et chlore. Ça veut dire qu'ils sont de la même classe d'éléments qu'un élément très important pour l'hormone thyroïdienne qui est l'iode. Les hormones thyroïdiennes contiennent l'iode, 3 ou 4 atomes d'iode. On reviendra là-dessus. L'iode et les hormones thyroïdiennes sont absolument essentiels pour le bon développement du cerveau. Si important que chaque enfant qui vient dans notre pays
et ailleurs, donc vont développer. Donc, 3 ou 4 jours suivant sa naissance, on va tester, on va prendre un petit peu de sang dans le talon, et on va voir si l'enfant a assez d'hormones thyroïdiennes pour assurer le bon développement de son cerveau. Le fait est que depuis les années 75, on fait ça chez tous les enfants. Donc on a un peu oublié pourquoi on le fait. On le fait parce que sans une bonne quantité d'hormones thyroïdiennes au bon moment, un enfant humain va devenir crétin. Alors, ce n'est pas simplement une insulte du capitaine Haddock dans Tintin, vous avez espèce de crétin, c'est malheureusement un phénotype, une condition médicale bien définie. Et ces personnes ont un quotient intellectuel de 35. Non seulement ils ont un quotient intellectuel de 35, mais ils sont mal formés, ils ont un visage déformé aussi, parce que les hormones thyroïdiennes ne sont pas seulement nécessaires pour le développement du cerveau, mais aussi pour le muscle, la squelette, etc. Et on peut en parler après. L'iode a été découvert en France, à Paris, en 1813. Mais dans le monde, et même en France, une légère déficience en iode est toujours responsable du retard mental de 1 ou 2 ou 3 ou plus de points de QI. Est-ce que, je ne veux pas demander qui utilisait du sel iodé ici? Je pensais que, bon, on reviendrait là-dessus. Le sel de mer, en dépit du fait que la mer est bourrée d'iode, le sel de mer ne contient pas d'iode. L'hormone thyroïdienne a été découverte 100 ans plus tard. Le kératinisme a été éradiqué grâce à ces tests qu'on fait aujourd'hui sur chaque enfant qui naît. Mais, dans les derniers 20 ans, 15 ans, je pense que cette idée-là est devenue très courante pour la plupart de vous. Vous savez tous l'importance de cette période intra-utérine pour former tous les organes et comment c'est vraiment dans les médias qu'une femme enceinte, évidemment, elle ne doit pas boire de l'alcool, parce que, etc., etc. Elle ne doit pas prendre de médicaments. Parce qu'on a compris aussi que ce n'est pas seulement les premiers 9 mois, mais c'est surtout pour les premiers 3 mois, quand on parle de l'intelligence et le structure du cerveau de l'enfant. On vient d'apprendre que les taux des hormones thyroïdiennes chez la mère vont affecter non seulement le quotient intellectuel de l'enfant à naître, mais la manière dont son cerveau est structuré, est assemblé. Et si une mère est hypothyroïdienne, elle augmente le risque d'autisme chez son enfant. Alors, c'est bien joli cette hypothèse, comment on va le tester? Bon, disons qu'on a de l'épidémiologie, maintenant, est-ce qu'on peut vraiment dire un mécanisme? Eh bien, avant d'aller au mécanisme, on va juste revenir un peu sur l'épidémiologie. Ceci est une étude de Tracy Woodruff, publiée aux États-Unis, il y a 6 ans maintenant, et elle a pris 54 femmes enceintes, et elle a testé 52 produits. Donc, voilà. Et elle a classé les différents produits. Elle a vu que chaque femme était contaminée par une trentaine de substances, ad minimum, et elle a cherché que 52 parmi les 50 000 qu'on pourrait commencer à chercher, mais ça coûte cher. Donc, elle a trouvé que chaque femme était exposée à peu près 30 produits chimiques, et il y avait 15 qui étaient présents chez tout le monde, chez toutes les femmes. Et ce que j'ai fait avec mon équipe de recherche à Paris, c'est qu'on a cherché via une méta-analyse, on a regardé les concentrations de ces 15 substances dans la littérature, on a cherché dans la littérature qui a pu mesurer ces 15 substances dans le liquide amniotique humain. Et on a trouvé que toutes les 15 substances étaient présentes dans le liquide amniotique humain, à des concentrations non négligeables. Et ceci est inquiétant parce que, voilà, pour une fois, je vais vous montrer la structure de l'hormone thyroïdienne. Je vais vous montrer
par exemple le BPA qui était parmi ces substances, et je vais vous montrer un retardateur de flamme qui peut être présent, peut-être vraiment c'est le BPA. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une licence en chimie pour comprendre que cet retardateur de flamme peut prendre la place de l'eau thyroïdienne. Et cette eau thyroïdienne qui est si essentielle pour le développement du cerveau de l'enfant. Alors, nous, on voulait savoir combien de ces 15 produits interféraient avec l'action des eaux thyroïdiennes, quel était leur impact sur la neurogenèse, et comment on pouvait identifier parmi les mélanges. Et bien, on a utilisé notre Theta Fuel, que vous voyez ici sur une pièce de 2 cents, 10 cents. C'est un petit peu. Alors, un petit peu d'évolution. Je travaille au musée d'histoire naturelle. Alors, vous allez me dire pourquoi utiliser un Theta pour savoir si ça a un effet sur l'être humain. Eh bien, parce que l'évolution a fait une chose, elle a fait l'homme thyroïdien, elle a bien fait. 500 millions d'années d'évolution et il n'y a pas un seul atome qui a changé. C'est exactement la même chose chez un poisson, chez un amphibien, chez un reptile, chez un oiseau, chez un humain, chez un chimpanzé. C'est la même structure et ça peut tourner en grenouille, ça peut tourner en Theta en grenouille, et ça va être nécessaire, comme on a dit, pour qu'un être humain ne souffre pas de créativité. En plus, pour ceux qui font du testing, je suis très consciente que je suis ici dans une fondation qui fait beaucoup de testing. Ces petits Theta, ils sont un peu à une vitro interface et en plus ils métabolisent. Je ne vous ai parlé du DTT, mais c'est le métabolisme du DDE qui va affecter, qui va être présent. Et voilà donc nos 15 substances qu'on a testées, qui sont trouvées chez la femme enceinte, les phthalates, les classifiants qui peuvent. Ok, dans certains échantillons, ils étaient à 10-6 molaires, pour ceux encore qui ont une formation scientifique, c'est énorme, énorme. Et des pesticides, incluant celles qui ont été bannis il y a une cinquantaine d'années, des produits perfluorés, des métaux lourds, encore des substances halogénées, etc., etc. Et le triclosan aussi, on peut en parler. Et donc on a mis ça sur nos petits Theta et on a fait une publication qui est sortie il y a quelques mois. Et je vais vous montrer les résultats. On a exposé nos Theta pendant 3 jours de ce mélange, à des concentrations dans le liquide amniotique. On a trouvé que non seulement ça peut être de signalisation par les thyroïdiens, mais ça modifiait le développement du cerveau et ça changeait même le comportement des Theta. Donc voilà. Là, on a rendu les cerveaux transfusibles. Là, c'est un cerveau de cet enfant. Vous voyez tous les points rouges, c'est des neurones. Et il y a beaucoup moins de neurones chez le Theta exposé à une concentration dans le liquide amniotique. Alors, ça, c'est les effets sur le Theta. Est-ce que, quand même, il y a des effets vrais sur les êtres humains? Et effectivement, moi, je m'inquiète pour les générations futures. Ben, je ne vais pas vous remontrer la courbe de l'augmentation de l'autisme, ni la courbe de l'augmentation de la DHT, ni la courbe de l'augmentation de la produit chimique. Mais là, on a quand même, je vous ai quand même montré la structure de l'eau thyroïdienne, la structure de pas mal de ces produits chimiques. Je vous demande de mettre les deux ensemble. Combien ça coûte? Parce qu'il n'y a pas que les maladies neurodéveloppementales, il y a aussi la baisse de l'intelligence. Et qu'est-ce qui se passe si on faisait une courbe théorique? Voilà, ça c'est le QI moyenne, c'est une distribution normale. C'est pour ça que c'est tellement difficile de voir cette baisse de QI. Parce que c'est pas un groupe d'enfants qui va jouer dans le cours de l'école. Hein. On ne va pas voir lesquels a 5 points de QI de moins. Hein. C'est juste celui qui ne va pas réussir aussi bien ses examens, etc. Mais sur une population, disons ici on a fait une population de 5 millions de personnes, où on a donc une distribution normale avec quelques enfants doués
Et nous n'oublions pas un enfant doué, c'est un adulte doué, un enfant avec un handicap intellectuel, c'est aussi un adulte avec un handicap mental. Le développement du cerveau, c'est une route à sens unique. On peut améliorer un peu la plasticité du cerveau, on peut quand même faire un tout petit peu mieux, mais c'est quand même la base. Donc on va passer de 6 millions d'enfants doués à 2,4 millions, on va diviser par plus que la moitié le nombre d'enfants doués, avec juste ce petit chiffre de QI, tandis qu'on va passer de 9 millions d'enfants qui vont avoir besoin d'aide à de 6 millions à plus que 9 millions. Donc, vous voyez comment ça va shifter le fait d'avoir une population douée ou pas. Et une perte de 5 points de QI ou plus a été démontrée pour les déficients autonomes. On est allé jusqu'à 18 points de QI donc, en CC, entre différentes régions. Évidemment, l'hypothyroïdisme maintenant, pour les PCB, les plombs, les pesticides, etc., etc. Et on n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est, cette exposition des mélanges qui est ubiquitaire aujourd'hui. Qu'est-ce qui est... Bon, on a des idées, parce que j'avais montré les résultats. Mais comme selon les régions, selon si on habite une région urbaine ou si une région rurale, on va avoir des différentes expositions et c'est très difficile à connaître les effets sur les différentes populations. Mais moi j'étais fascinée. Depuis que j'ai écrit le cerveau endommagé, il y a eu ce papier parce que c'était écrit en 2013, et même si c'est sorti en France en 2016, j'étais frappée par ceci. Est-ce qu'on était plus intelligent il y a 100 ans? Et ici, ce n'est pas un test de QI. Évidemment, il n'allait pas comparer les tests de QI avec les gens il y a 100 ans. Hein. Il allait prendre le temps de réaction. Une source de lumière, une pendule qui passe devant, et on appuie sur un bouton. On pourrait faire ça en 1892, ok? Ou un bruit, et de nouveau, on appuie sur un bouton. C'était une cousin de Charles Darwin qui a fait tous ces tests. Ce qu'il n'avait pas à l'époque, il avait accumulé vraiment des milliers de jeux de données, dizaines de milliers de jeux de données sur différentes personnes à tout âge, mais il n'avait pas une analyse par informatique pour voir, pour combiner tous ces résultats et les analyser au fond. Les gens ont trouvé ces cahiers 100 ans plus tard et ils ont vraiment passé ça en revue, ils ont trouvé max alors. 15 points de QI de différence. Et on l'a vu aussi dans les construits militaires en Finlande et en Danemark, où on fait aussi un certain temps de réaction. C'est très important ce temps de réaction. Et donc, ce n'est pas un test QI, c'est un temps de réaction. Et vous penserez peut-être que tous les garçons et tous les filles qui sont en train de jouer sur le Playmobil, pas les Playmobil, les PlayStations, etc., vont avoir des temps de réaction plus vite. Eh bien non. On est en train d'allonger notre temps de réaction. Et ça, c'est intriguant parce que le temps de réaction, pour ce qui est de nouveau dans une petite information scientifique, vous savez que l'impulse nerveux, il va être accéléré grâce à une couche lipidique autour, une couche de gras, ça s'appelle myéline, et le myéline apparaît dans l'évolution quand les hormones thyroïdiennes apparaissent. Donc, les hormones thyroïdiennes sont essentielles pour la vitesse de transmission. Donc, si on a quelque chose qui interfère avec la formation de cette couche de lipides, on va avoir un problème dans notre temps de réaction. Évidemment, la manière, la vitesse de réaction est aussi liée à l'intelligence, parce que ça dépend comment on va reproduire, etc. Ça coûte une fortune à notre société. Avec d'autres personnes du New York Institute of Public Health, moi j'ai participé avec une étude où on a essayé de chiffrer le coût de quelques substances, 3, 4, 5 substances, et on a trouvé que les pesticides étaient responsables des pertes de QI et une augmentation des risques de maladies neurodéveloppementales. Et c'était de loin le plus grand part de ces coûts. Donc, pesticides, vous allez me dire, bon, les pesticides, c'est parmi les choses les mieux testées du monde. On n'est pas un pesticide, c'est le manchette. Eh bien, laisse ça, il n'est pas connu pour son attitude
je vais pas passer le commentaire sur ça. Ils ont quand même publié en 2013 un avis scientifique sur le profil toxicologique des pesticides. Ils ont examiné 287 pesticides sur le marché, spécifiquement pour voir s'ils avaient des effets neurotoxiques ou s'ils avaient une capacité de d'action des thyroïdes. Et ils ont trouvé 101 effets de la signalisation thyroïdienne à un niveau immonde. Et 17 autres avec des propriétés neurotoxiques, ça fait plus que 2 tiers sur le marché. C'est pas étonnant que quelqu'un comme Brenda Eskenazi, qui a publié ceci le mois dernier, a trouvé que le plus près qu'on habitait de l'épandage des pesticides, le plus on risquait non seulement d'augmenter le risque d'autisme, ça c'est connu depuis un certain temps, et des malformations, mais aussi on va perdre 2,2 points de QI et 2,9 points de confiance en valeur pour chaque augmentation de déviation standard, donc 3 pesticides organophosphate, et ils ont eu le même risque de QI que les thyroïdes que thyroïdes. C'est pas mal, hein? Et donc, moi, j'ai quand même pris ça parce que j'ai vu que pour la conférence, vous avez choisi une petite photo d'un IRM. On peut utiliser des études de IRM pour voir l'épaisseur, par exemple, du cortex et matière blanche dans le cortex. Et vous voyez qu'en fonction du niveau d'exposition, le plus fort l'exposition à ce chlorpyrifos, vous avez une baisse dans l'épaisseur du cortex. Donc, c'est un effet spécifique et le chlorpyrifos, il interfère avec les ondes thyroïdiennes. Donc, que peut-on faire? Que doit-on faire? Ben, dans l'ordre, il faut surtout que les femmes enceintes soient au courant, ou les femmes qui veulent fonder des foyers, il faut qu'on les dise qu'il y a des précautions à prendre. Et il y a plusieurs sociétés d'obstétrique et gynécologie qui ont fait des femmes, telles ici, les Gallois ont fait un dépliant spécifiquement pour les femmes qui veulent concevoir une grossesse et comment limiter son exposition aux produits chimiques. J'ai insisté, je ne peux pas insister trop sur le fait qu'il faut utiliser du gel iodé, cette manie d'utiliser le sel de mer, et il faut qu'on légifère. Madame Rivasi, je sais qu'elle était chez M. Hulot ce soir, j'étais aussi avec d'autres scientifiques chez M. Hulot la semaine dernière. Il faut que la France reste ferme sur ce sujet. Donc, pour conclure, il y a plus de 15 classes de produits chimiques trouvées dans chacun ici, au moins. Ces substances passent le placenta et vont rentrer dans le liquide amniotique. Chez nous, chez votre et dans notre lab, nous, on a testé un flopée de ces substances. On va trouver à peu près 2 tiers vont interférer de manière ou d'une autre avec l'action des hormones thyroïdiennes et des développement du cerveau. Plus récemment, on connaît l'histoire du crétinisme, on teste tous les enfants à la naissance, mais c'est que dans les derniers 20 ans qu'on a vraiment compris l'importance des hormones thyroïdiennes maternelles pour le développement du cerveau du futur enfant. Et nous savons que l'exposition maternelle à plusieurs de ces produits augmente le risque, soit de maladie neurodéveloppementale, soit de diminuer les fonctions intellectuelles de l'enfant. Et on a si peu de données sur les mélanges. Et d'ailleurs, ça pose des problèmes pour comment on va tester les niveaux de substances quand on sait effectivement des gens contaminés par plein de choses. Et vous savez aussi bien que moi que je pense que la législation en Europe est actuellement portée par les lobbies. Et ceci est tiré d'un article du Monde, dans une autre OL par certains moments. Aucun sujet que cette molécule perturbe la fonction de rigueur scientifique. Et il faut un certain temps pour voir. Et donc, c'est parce que je suis tellement préoccupée par ça que j'ai trouvé le temps de quand même écrire 2 livres, dont le premier était traduit en français, le second en magique, et celui-ci sur
en septembre-octobre de nouveau chez Irving Jacob. Ça, c'est mon équipe, son petit je ne serai pas là. Un grand remerciement surtout à Jean-Baptiste et toute l'équipe qui travaille, et jeunes qui bossent avec moi sur ce sujet, très motivant. Et évidemment, les gens qui nous financent en Europe et au niveau national, ici en France aussi. Et voilà. Je vous laisse avec ça. Merci, professeur Benedek, pour cette conférence très intéressante et très riche en informations. J'encourage dès à présent les gens qui nous suivent sur le web à nous faire arriver leurs questions. Et je vous propose qu'on enchaîne sur la table ronde en accueillant les différents acteurs qui vont y participer, puisqu'effectivement, ce sujet des perturbateurs endocriniens est un sujet qui mobilise à tous les niveaux, bien évidemment la recherche scientifique, bien évidemment les politiques, mais également d'autres acteurs, industriels, économistes, acteurs qui font du test. Et donc, on voulait leur donner la parole ce soir pour nous faire partager un petit peu leurs enjeux, leurs préoccupations, leurs actions autour de ce sujet. N'hésitez pas à prendre place. Donc, pour participer à cette table ronde ce soir, nous allons accueillir Patrick Lévy, qui est médecin conseil à l'Union des industries chimiques, qui pourra nous donner son avis sur ce sujet. Effectivement, vous pouvez l'applaudir, n'hésitez pas. Ça, je vous rassure, c'est pas normal d'applaudir les gens. Pour l'accompagner, nous allons accueillir Pascal Perry, économiste et géographe, fondateur du groupe de réflexion lié à l'innovation. Bienvenue à vous deux. Et enfin, un acteur local, Damien Modifié, qui est ingénieur de recherche à l'écotoxicologie à la Rovaltan Research Company, et la société locale qui fait également cet écosystème dont vous parlez en introduction. Bon, bonsoir à vous trois, bienvenue à Rovaltin. L'idée, c'était de vous donner un petit peu la parole sur vos ressentis, vos enjeux, vos actions autour de ce sujet des perturbateurs endocriniens, qui fait couler beaucoup d'encre dans les médias. Et donc, pour commencer, je vais vous donner la parole à vous, Patrick Lévy, qui a présenté l'Union des industries chimiques. Quels sont les enjeux pour vous? Comme vous voulez, vous pouvez rester assis, je vous passe mon micro, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous et merci à la Fondation Rovaltin d'organiser ce débat. Merci à Barbara Donnex pour la qualité de son exposé également. C'est un sujet capital pour l'industrie, c'est un sujet fondamental pour l'industrie chimique qui comporte des enjeux majeurs, des enjeux sanitaires, Barbara Donnex, mais également des enjeux d'innovation, de recherche, économique bien évidemment, mais aussi des enjeux de responsabilité sur lesquels nous pourrons revenir. La chimie en France, c'est un secteur extrêmement important qui, rappelons-le, contribue à hauteur d'un chiffre extrêmement important à la balance des paiements. C'est le deuxième secteur après l'aéronautique. La chimie, ce n'est pas forcément ce qu'on imagine, ce sont essentiellement des PME. 80% du tissu industriel national est constitué de PME. Donc ce sont des entreprises qui appliquent la réglementation, qui essaient de comprendre l'environnement et d'adapter en permanence leur portefeuille produit en innovant. C'est un point important car l'industrie chimique, telle qu'elle se présente, elle applique des réglementations européennes, qui généralement s'appuient sur les évaluations d'agences européennes, et là, elle s'en remet, si je puis dire, à l'avis final de ces agences. Elle a beaucoup de difficultés à interpréter, à analyser des signaux scientifiques qui émanent du monde de la recherche. Elle a besoin qu'ils soient retranscrits, le cas échéant, réanalysés par les agences et retranscrits dans la réglementation. Nous avons en Europe, il est important de le rappeler, le cadre réglementaire le plus performant au monde, le plus étendu. Il y a eu un changement extrêmement important en 2008, où on a renversé ce qu'on appelle la charge de la preuve. Auparavant, avant 2008, dans la grande majorité des cas, les industriels généraient des données,
et il appartenait aux États d'analyser ces données et de conclure l'évaluation des risques. Donc, conclusion a priori indépendante, d'agir l'industrie. Ce système n'a pas fonctionné. Barbara Domenech évoquait la présence sur le marché de plus de 100 000 substances. Ce système a permis d'évaluer 141 substances sur les 100 000 sur le marché, à partir d'une réglementation apparue en 1981. Donc on a fait le constat d'un échec et on a renversé la charge de la preuve, c'est-à-dire imposé aux industriels de générer les données, de les évaluer et de transmettre à des agences européennes des dossiers d'évaluation des substances. Donc on a changé complètement de régime, de cadence, puisque passant de 141 substances évaluées, on en est aujourd'hui à 10 000 substances, considérables depuis 2008. Et avant la fin de l'année 2018, et en particulier avant mai 2018, l'industrie chimique européenne aura réalisé l'ensemble du travail, aura évalué les 30 000 substances fabriquées ou importées en Europe à des dosages supérieurs à 1 tonne. Donc c'est extrêmement efficace, ça génère énormément de données et de la connaissance sur les substances, sur les dangers, qui nous permet de progresser. Donc on est vraiment dans une démarche de progrès. On a d'abord traité les problèmes de sécurité, puis d'environnement et de santé, et notamment avec des effets à long terme. Et aujourd'hui, on a la question des perturbateurs endocriniens, qui n'est pas vraiment un nouveau sujet, mais qui est un sujet qui doit être appréhendé d'un point de vue alimentaire, et qui s'intègre parfaitement dans cette démarche de progrès, qui a permis notamment d'éliminer les cancérogènes, les mutagènes, les substances toxiques par la reproduction. Et le travail sera évidemment réalisé pour les perturbateurs endocriniens. Ce dossier est complexe dans sa dimension scientifique, mais aussi dans sa dimension réglementaire. D'un point de vue scientifique, il y a des données qui ne sont pas contestables, des relations de causalité qui sont établies entre l'exposition à un certain nombre de produits. Vous évoquiez tout à l'heure le PDT, mais il y a d'autres substances qui ont généré des effets sur la faune ou sur la flore, et qui par la suite ont été retirés du marché, ont été interdits. Et puis il y a l'émergence d'un certain nombre de pathologies, dont notamment des cancers hormonodépendants, des malformations congénitales, des troubles d'infertilité, qui sont des faits réels, des faits scientifiques, qui sont apparus, dont l'incidence augmente sur quelques décennies, et qui évoquent en effet une origine plus environnementale que des modifications génétiques. Cela étant dit, notre monde a tellement changé, une telle multitude de facteurs de risque qu'attribuer à ces modifications, à ces pathologies, un seul lien de causalité qui était à l'exposition aux perturbateurs endocriniens nous apparaît excessif, certainement. Certains d'entre eux peuvent probablement jouer un rôle dans la genèse de ces pathologies, mais compte tenu de la multitude de facteurs de risque et des changements de mode de vie qui sont considérables et qui ont un impact notamment sur le quotient, il est difficile de considérer qu'il puisse y avoir une relation de causalité unique par rapport à des expositions de produits chimiques. Dans ce contexte d'incertitude, on doit cependant avancer, et on doit avancer le plus rapidement possible. Et là, nous allons vous rejoindre. Nous avons besoin d'un cadre réglementaire européen aujourd'hui. Certes, nous ne sommes pas dans une terra incognita. Il existe des approches par défaut concernant les produits phytopharmaceutiques et les biocides, les pesticides, pour faire simple. Le règlement REACH également adresse l'évaluation des perturbateurs endocriniens au cas par cas. Donc il existe déjà un certain nombre d'éléments qui permettent aux industriels de travailler. Mais c'est tout à fait insuffisant. Il faut aujourd'hui une définition et un cadre réglementaire efficace au niveau européen pour nous permettre de progresser davantage sur ce sujet. Donc nous souhaitons que la France aujourd'hui joue un rôle moteur dans la recherche d'une solution de consensus, et on espère bien que la réunion de la semaine prochaine permettra d'aboutir sur ce sujet et de trouver
une définition qui soit opérationnelle, permettre à l'ensemble des acteurs d'avancer, en particulier les industriels. On est dans une démarche de progrès, donc c'est un premier pas. Il n'est pas impossible que cette définition, les critères et les guides qui sont associés soient à modifier dans les prochaines années à la lumière de nouvelles connaissances scientifiques. Mais il faut mettre un pas en avant aujourd'hui et adopter le plus rapidement possible cette définition. Je vais peut-être en rester là pour le moment, je pense qu'on aura l'occasion de revenir peut-être sur les éléments que vous avez présentés, et en particulier l'extrapolation animal-homme et la façon d'exploiter la relation causale. Merci beaucoup pour cet éclairage de la vision de l'industrie chimique. Pour continuer à avoir un éclairage différent sur ce dossier, dans le prolongement, effectivement, vous évoquiez la charte de la preuve et le besoin de tests sur ce sujet-là. C'est la transition rêvée pour passer la parole à Damien Baudifier sur justement le rôle d'une société comme la Rowaltin Research Company, qui pour le coup est implantée localement. Dans ce dossier, quel rôle vous avez à jouer, comment vous vous y prenez autour des tests sur ces fameux perturbateurs endocriniens? Merci Wilfried, bonjour à tous. Merci à Barbara pour cette présentation, merci beaucoup. Donc nous on a un jeune CRO, donc c'est un laboratoire indépendant qui réalise en fait des essais donc en écotoxicologie. Donc là on s'intéresse plutôt aux effets de produits chimiques donc sur l'environnement, que ce soit sur les poissons, sur les algues ou sur les invertébrés. Et en fait, nous, on va dépendre de la réglementation européenne, donc REACH, comme l'avait évoqué Barbara Domenech. Et du coup, on va réaliser des tests donc, qui sont indépendants sur les produits chimiques qui sont mis sur le marché à partir de 1 tonne par an, qui sont produits à partir de 1 tonne par an. Donc voilà. Donc, peut-être juste un petit mot sur mon parcours. Donc j'ai une thèse sur les perturbateurs endocriniens. Donc c'était en fait le but était en fait d'étudier les effets des pesticides, donc notamment les fongicides azolés, sur la reproduction des poissons. Donc tout d'abord la synthèse des hormones dans un premier temps, et après les effets sur le plus long terme sur la spermatogénèse, donc les effets sur les spermatozoïdes. Et donc voilà, de cette thèse a découlé un deuxième emploi plutôt chez un industriel, donc en tant qu'expert écotoxicologue. Et donc le troisième volet de ma jeune carrière, on va dire, c'est donc Rowaltin Research Company, donc voisin de la fondation Rowaltin. Et donc voilà, on a un jeune CRO qui travaille d'arrache-pied de manière indépendante sur ces questions. On va rester là aussi. Pour l'innovation. Alors juste sur les questions, en fait, pour faire la transition, là on était sur des aspects vraiment réglementaires. Donc on a récemment eu l'accréditation bonne pratique de laboratoire, donc qui nous permet de réaliser ces essais. Et concernant les perturbateurs endocriniens, en fait on réfléchit également, donc, parce que ça va arriver dans les prochaines années, on espère, dans la réglementation, à voir comment on peut les étudier de manière scientifiquement robuste. Et du coup, le but premier, c'est de relier en fait un effet mécanistique, donc un potentiel perturbateur endocrinien, à un effet néfaste potentiel sur un organisme. Donc, vraiment d'avoir le lien de cause à effet entre ces effets-là. Et donc ça rejoint également la problématique des mélanges que évoquait Barbara Domenech, parce que les poissons sont exposés à une soupe pour le coup de perturbateurs endocriniens. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, effectivement, comme l'évoquaient les conférenciers précédents, les intervenants, il y a un besoin de tests, et donc la DROS s'est développée d'un outil performant pour réaliser ces tests et répondre à ce défi. Barbara Domenech l'évoquait dans sa présentation, les perturbateurs endocriniens, c'est aussi un coût économique. On voit un certain nombre de travaux qui calculent les coûts économiques des perturbateurs endocriniens sur le système de santé. Donc peut-être pour nous éclairer sur ce point-là et sur d'autres, je vais vous passer la parole, Pascal Perry. Vous êtes économiste et vous pilotez le groupe de réflexion Oui à l'innovation. Effectivement, votre regard moins sciences dures nous intéresse tout particulièrement pour son originalité. Merci. Je vais
Je vais me mettre debout si vous voulez bien, je serai plus à l'aise, merci. Écoutez, merci de votre invitation. Le groupe Oui à l'innovation travaille en effet sur les freins qui existent aujourd'hui en France ou ailleurs, essentiellement en France, les freins à l'innovation, sur la question du principe de précaution. Alors, vous avez raison de préciser que je ne suis pas un scientifique des sciences dures, mais des sciences molles, des sciences de l'artificiel. Je m'interroge sur les effets économiques et j'aimerais d'ailleurs voir se développer en France, comme c'est souvent le cas dans les pays anglo-saxons, une économie du droit, c'est-à-dire une science qui examine toutes les conséquences économiques des décisions qui sont prises à l'échelon des États, notamment des décisions de caractère juridique. Cela dit, sur la rencontre de ce soir, j'ai voulu chercher un titre qui résumerait un peu ma pensée, en même temps mes interrogations, et je me suis demandé si la chimie était mortelle. J'ai ce soir un certain nombre d'indications un peu contradictoires, mais je veux croire que la chimie a aussi des solutions à nous offrir. Sur le terrain un peu plus politique, nous pensons à l'innovation que, comme Nicolas Hulot d'ailleurs, tout ce qui concerne la santé n'est pas négociable. La question n'est pas tellement de savoir pourquoi, mais plutôt maintenant de savoir comment, et nous nous interrogeons sur un certain nombre de dérives qui sont des dérives un peu sémantiques. On est plus dans le domaine de la philosophie des sciences que dans les sciences, mais je vois émerger dans le débat une forme de confusion entre le risque et le danger. Alors, les Anglais, pour honorer notre conférencière, parlent de risk assessment, c'est-à-dire que l'évaluation du risque, c'est une démarche qui est à la fois qualitative et quantitative. Le calcul de l'évaluation du risque conduit à déterminer par des lois de probabilité si le risque est acceptable pour la société ou s'il est inacceptable. On mesure donc la criticité des risques et leur gravité. Alors on a sous la main parfois des exemples du quotidien qui donnent déjà des éléments de réponse. Dans le secteur des médicaments, c'est tous, quand on consomme des médicaments, ce sont des produits actifs, mais que d'ailleurs les laboratoires nous avertissent, il y a toujours des contre-indications, des effets indésirables. Donc on fait la somme de ce qui est le risque acceptable du risque, et on ne le sait pas, du risque qui est inacceptable. Donc on passe de l'évaluation du risque à la gestion du risque. Et vous savez, le philosophe des sciences, Karl Popper, qui est un peu au panthéon de la philosophie des sciences, disait pas de connaissance, pas d'avancée sans le frottement entre le connu et l'inconnu. Et évidemment, à chaque fois qu'on met le pied dans l'inconnu, on prend un risque, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'on court un danger. Alors je m'étonne, et pour ne pas dire que je regrette, l'apparition d'une pseudo-science du naturel qui serait fondée un peu plus aujourd'hui, me semble-t-il, sur l'idéologie que sur des réalités scientifiques. La lutte légitime contre les effets des perturbateurs endocriniens a été, il faut l'admettre, dans le débat et dans certains cas, un cheval de Troie pour condamner l'industrie et pour condamner le marché. C'est-à-dire qu'on est largement sorti du débat scientifique pour rentrer dans un débat qui présentait un caractère idéologique. Et nous le savons tous, dans le débat public, la peur est un levier extrêmement puissant et extrêmement efficace pour convaincre l'opinion. Un candidat à la présidence de la République, Benoît Hamon, a d'ailleurs choisi de placer les perturbateurs endocriniens au centre de sa campagne. Peut-être aurait-il dû ajouter qu'un certain nombre de substances naturelles sont des perturbateurs endocriniens. Je pense au soja, qui est déconseillé pour les femmes enceintes, je pense à la luzerne, au pipois, aux haricots verts. Je pense aussi d'ailleurs à la vitamine D. À ce sujet, nous avons écrit à l'Assemblée nationale aux députés pour attirer leur attention sur le fait que si une définition trop restrictive était donnée des perturbateurs endocriniens, la vitamine D serait enlevée du marché. La vitamine D, on en a besoin pour lutter contre le rachitisme. C'est une vitamine essentielle pour les jeunes enfants. Alors, je ne suis pas chimiste de formation, mais je me suis évidemment renseigné sur la question des perturbateurs endocriniens, et je crois qu'on ne peut pas traiter de la même façon, dans une démarche qui serait une démarche scientifique, une substance qui est avérée, une substance qui est présumée, et une substance qui est suspectée. Dans ce débat, la seule boussole que nous avons, chez Oui à l'innovation, c'est la parole des scientifiques. Et les méthodes d'évaluation de la connaissance dans ce domaine sont exigeantes.
il n'y a pas d'expertise populaire, il y a simplement une expertise scientifique. Et mon inquiétude, je voudrais vous la faire partager, elle provient du fait que on voit se développer aujourd'hui en France, dans le débat autour de ces questions, mais autour d'autres questions, une forme d'expertise populaire, comme si, au fond, on pouvait arbitrer la vérité scientifique au suffrage universel. Or, la connaissance est essentielle et toutes les compétences dans ce domaine ne se valent pas. Je dirais de façon générale que, pour en revenir à l'idée du risque et du danger, le danger est parfois de ne rien risquer. Sans l'acceptation du risque, la société pourrait même, dans certains cas, se mettre en danger. Alors, l'intransigeance dans le débat conduit à des situations de blocage que je regrette. J'espère que la communauté scientifique parviendra à trouver un consensus. Mais je crois en même temps qu'il faut le dire à l'opinion, nous continuerons de vivre dans un monde qui est un monde incertain. La vérité, vous l'avez dit chacun avec vos mots, la vérité scientifique, et c'est la formule du philosophe François Ewald, ne se montre que par aperçu. La question du statut de la connaissance est donc pour moi absolument essentielle dans le débat sur les perturbateurs endocriniens. Je crois que tout doit être fait pour séparer clairement ce qui est la connaissance de ce qui est la croyance. Les scientifiques ont pour ça des paradigmes épistémologiques et dans le domaine des sciences dures, les paradigmes épistémologiques, c'est-à-dire les processus de validation de la connaissance, sont positivistes. Il existe un réel en soi, ce que vous nous avez démontré, Barbara, ce soir. Ce réel n'est pas toujours connaissable. Les dispositifs de connaissance ou d'approche de la connaissance sont dans certains cas faillibles et les modes de justification sont marqués par, normalement, les valeurs de neutralité et d'objectivité. J'ai l'impression, très honnêtement, que dans ce débat, ça n'a pas toujours été le cas. Je ne veux pas être trop long, mais je voudrais vous dire que nous formulons 5 propositions dans ce débat comme dans d'autres, 5 propositions pour faire avancer l'innovation et peut-être d'une certaine façon pour ramener le principe de précaution dans son lit, c'est-à-dire dans l'esprit qui était celui de Konrad von Moltke qui a inventé le principe, un Allemand en 1976, qui était d'abord un principe de prudence. Premier point, et c'est le regard d'un économiste, et c'est vraiment de l'économie du droit dont je vous parle, le premier point, c'est qu'il faut absolument, pour plus tarder, traquer les surréglementations en recensant les lois et les normes qui sont inutiles, celles qui entravent l'innovation dans des conditions de respect de l'intégrité des consommateurs, et en abolissant tous les dispositifs législatifs ou réglementaires qui ont été, qui sont ou qui ont été inutiles. La deuxième idée simple, c'est d'apprécier la pertinence de la loi dans le temps en mesurant ses effets. Parce que, à l'évidence, la connaissance scientifique avance et il y a dans ce domaine une vraie dynamique à percevoir. La vérité n'est pas éternelle, elle évolue. Je crois de la même façon qu'il faudrait, c'est la troisième mesure que nous suggérons, abolir toute loi qui n'aurait pas reçu ses décrets d'application au bout de 6 mois. Une loi qui n'a pas reçu décret d'application au bout de 6 mois est probablement une loi inutile qui ne s'impose pas. Je crois qu'il faut aussi, quatrième point, ne pas voter de loi sans une vraie étude d'impact au préalable, mais dans des conditions qui seraient des conditions vraiment scientifiques. Les études d'impact aujourd'hui font un feuillet 21-29-7, un format A4. C'est évidemment très insuffisant pour apprécier de la pertinence d'un dispositif législatif, surtout quand il s'agit de l'alimentation, de la santé, de l'environnement, quand il s'agit de matières dans lesquelles manifestement il n'y a pas encore de consensus de la communauté scientifique. Et puis, cinquième point, exiger des études épidémiologiques avant tout projet de suppression de solutions industrielles pour aller vers une situation plus claire. Donc, en revenir à un arbitrage du principe de précaution. Vous savez, les économistes mesurent l'évolution de la croissance avec un carré qu'on appelle le carré de Kaldor. Ça sert à orienter la décision publique. On pourrait dire qu'il y a un carré de l'innovation. Vous imaginez un carré et aux 4 points, vous placez les 4 notions suivantes. La science, la précaution, l'économie et l'innovation. Si une des 4 points aspire toutes les autres, la société est évidemment déséquilibrée. L'enjeu, c'est de maintenir une situation d'équilibre entre ces 4 carrés d'innovation. C'est ainsi, à mon sens, que l'innovation scientifique peut s'épanouir dans une société qui est protégée, y compris de ses peurs. Merci.